Mesdames, Messieurs, bonsoir. Elle fait partie de ces femmes que l'on désigne sous le vocable de femmes battantes, médaillée du mérite national, lauréate du trophée d'initiative. Madame Assouri Aïcha Belkoumaïga est une militante active des droits des femmes et une activiste de la paix sérieusement ébranlée, vous le savez, ces derniers temps dans notre pays. Son engagement militant et son combat politique l'ont conduit aujourd'hui à l'Assemblée nationale où elle occupe désormais le poste de 5e vice-président, députée élue à Tessalit. Elle nous parlera aujourd'hui de son combat, mais surtout de paix et de réconciliation, thèmes sous lesquels se décline cette année la célébration du 8 mars, journée internationale de la femme. Merci donc, honorable, de répondre à nos questions. Commençons donc par parler de votre engagement. Vous êtes donc au départ technicien supérieur des affaires sociales. Ça crée la vocation d'aider les autres ou c'est l'inverse? Ou c'est parce que vous aviez cette vocation déjà que vous êtes partie technicienne des affaires sociales? Bon, je pense que je suis née comme ça parce que c'est vrai que le social est une partie intégrante de tout un Malien. Et il est encore une partie très intégrante de toute une femme malienne. Donc c'est par rapport à ça que je suis partie à technicienne supérieure. Et à quel moment est-ce que vous avez senti vraiment le besoin de vous engager sur ce terrain? Bon, moi je pense que depuis mon jeune âge, je fais du social parce que d'abord, dans ma carrière, j'ai commencé par travailler avec les associations des femmes depuis au CAC, les centres d'action à Kidal. Donc j'ai commencé à travailler avec les femmes et à la mini-sécheresse de 1984 et 1987, j'ai aussi travaillé aussi avec les femmes et les enfants. Donc j'ai évolué il y a longtemps dans ces domaines. Donc suite à l'intégration après la première rébellion en 1991, j'ai été intégrée aussi à la fonction publique et j'ai continué de travailler toujours avec les femmes et les enfants à travers la promotion de la femme, dont j'ai occupé le poste de 1995 à 2007. Donc pour moi, c'est un domaine que je connais bien et que j'aime bien. Ensuite, vous décidez de créer une ONG. Pourquoi une ONG? Il nous est venu quand même l'idée de créer l'ONG. C'est avec un groupe de femmes de la région de Kidal. Nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, nous sommes la torche de certaines femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc nous avons tous mis nos efforts ensemble, notre connaissance, notre parcours pour créer cette ONG qui a d'abord pour objectif de lutter contre la pauvreté, l'analphabétisme et en tout cas faire la promotion aussi politique et sociale de nos autres sœurs qui n'ont pas eu la chance comme nous de faire quelques jours à l'école. Elle s'appelle EFAD. Éduquer, oui. Comme son nom l'indique, EFAD, éduquer, former les femmes et un appui au développement, c'est exactement ce que nous pensons parce qu'aujourd'hui, qui aide à former une femme aide au développement. Et qu'est-ce que l'ONG fait présentement? L'ONG, elle travaille beaucoup dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'alphabétisation, de l'hydraulique, de la promotion sociale et économique des femmes. Et puis, nous avons aussi, au cours de la crise, nous avons beaucoup fait du bénévolat. Nous sommes beaucoup investis pour aider les femmes, les ménages vulnérables et les enfants. Et du monde associatif, vous vous retrouvez en politique. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive cela? Bon, moi je pense que le monde associatif et la politique c'est la même chose. Parce que dans le monde associatif, on aide les gens. Dans la politique, on s'est fait accepter. On essaie de convaincre les gens pour venir, pour changer une position. Moi je pense que c'est un parcours naturel. Parce qu'aujourd'hui, pour aider aussi les gens, il faut faire de la politique. Vous avez été donc conseillère municipale, vice-présidente de l'Assemblée régionale de Kidal, présidente du conseil de cercle de Tessalit, aujourd'hui députée à l'Assemblée nationale, vice-présidente donc de l'institution. Cela représente quoi pour vous dans votre parcours? Moi, je trouve aujourd'hui qu'une partie a été réussie de ma vie, parce que c'est vrai que j'ai gravi des échelons, c'est vrai que je les ai gravis pas sans problème, mais aujourd'hui, je pense que je suis à un niveau où je peux quand même aider d'abord mon pays, parce que je suis un élu national, ensuite aider les femmes de façon générale et aider aussi les femmes de mon cercle de façon particulière. Quels sont donc les problèmes que la femme que vous êtes a rencontrés tout au long de ce parcours? Vous savez, tout au long de mon parcours, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, le Mali a fait beaucoup de choses en matière de promotion de la femme. Mais quand même, nous avons des adversaires quand même qui sont coriaces. Ça, c'est la culture, c'est les us, c'est notre croyance et c'est nous-mêmes. Parce que souvent, nous, les femmes, nous n'avons pas confiance en nous-mêmes.
Je vous dirais que pour la petite histoire, on m'a toujours rappelé que ce que je suis en train de faire n'est pas un rôle de la femme. Et ça, ce n'est pas dit par les hommes, mais c'est dit par les femmes, surtout mes tantes, les vieilles femmes, quand je leur dis que je vais me présenter. Mais ce n'est pas un travail pour les femmes, mais c'est un travail pour les hommes. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est des obstacles. Parce que nous, aujourd'hui, quand on cherche à avoir le pouvoir, nous devons nous confronter aux hommes. Mais quand c'est la culture, quand c'est nos sœurs qui pensent que nous ne devons pas faire, c'est difficile. Et pourquoi vous avez décidé quand même d'aller à contre-courant de tout ça? Moi, je suis quand même une femme très têtue. Et j'ai aussi la maladresse de ne pas connaître la paire. Quand je vais quelque chose, j'y vais. Et je sais aussi que dans la vie, c'est un concert de difficultés, de problèmes. Et quand on veut quelque chose, on va. Alors, vous vous retrouvez aujourd'hui à l'Assemblée nationale, un milieu qui reste très masculin, trop masculin à vos yeux? Bon, moi je pense que c'est vrai que nous sommes arrivés au niveau de l'Assemblée, peut-être pas trop nombreuses, mais je connais en tout cas quelques-unes de mes collègues députés qui sont au niveau de l'Assemblée. Et moi je me dis que, je le dis toujours que quand la femme elle a la volonté, une femme équivaut à 10 hommes. Donc je pense que nous ne sommes pas dans un milieu trop masculin parce que c'est quand même des hommes qui ont fait que nous soyons là. C'est des hommes qui ont voté pour nous. C'est des hommes qui ont fait la campagne pour nous. C'est des hommes qui ont accepté à ce que nous venons ici. Donc pour moi, nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas une partisane de la théorie de l'égalité. Vous estimez qu'une femme, c'est 10 hommes? Moi, j'estime qu'une femme, en tout cas, qui a la volonté de décider, équivaut à 10 hommes. Parce que ce qu'une femme veut, Dieu le veut. Alors, député élu donc à Tessalit, région de Kidal. Kidal emploie toujours, plus que le reste du Nord d'ailleurs, à cette instabilité. Kidal, d'où sont parties donc plusieurs rébellions. Pendant l'occupation, vous avez quitté, non sans avoir résisté en votre façon. Quel est le souvenir que vous gardez de ce moment? Bon, le souvenir de ce moment, c'est que j'ai été arrachée d'abord à ma communauté. Ça m'a fait très mal de quitter toute ma communauté, de quitter les hommes et les femmes avec lesquels je suis, de quitter mes parents. C'est le moment que je n'ai pas pu oublier parce que je ne suis pas partie de mon propre gré. Je suis partie parce qu'il fallait partir. C'était dangereux pour vous? C'était dangereux pour moi et je trouvais que je n'avais plus rien à faire. Dans ce genre de situation, les femmes et les enfants sont les plus grandes victimes. Vous avez été témoin de leur souffrance un peu? L'une des victimes à laquelle j'ai assisté, c'est quand même le retour à la case de départ de toutes les activités que les femmes ont menées. Parce qu'à un moment donné, elles ont été quand même obligées de rester à l'intérieur de la maison. Elles ont été obligées de surseoir à toutes leurs activités génératrices de revenus. On a été obligé de fermer les écoles. Ça, pour moi, c'est quand même des souffrances parce que pour une femme surchargée de famille, quand on l'interdit d'exercer l'activité dans laquelle elle chauffe la marmite de ses enfants, pour moi, c'est une souffrance. Parce qu'à l'intérieur de 4 murs, moi, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Finalement, qui a le plus souffert? Celles qui sont parties, celles qui ont été déplacées internes, réfugiées, ou celles qui sont restées finalement sur place? Les deux ont souffert, peut-être que c'est à des degrés différents par rapport à des personnes, mais les deux ont souffert parce que celles qui sont parties ont souffert le fait de partir et de tout jeter, et celles qui sont restées aussi ont tout perdu parce que bon, on a vu les résultats. Pour moi, les deux ont souffert. Alors vous êtes parti, vous vous êtes donné peut-être comme mission pendant cette période d'expliquer, de sensibiliser. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire pendant ce temps? Moi, je suis partie parce que j'ai trouvé que rester seulement à Tessalit, enfermé dans une maison, ce n'était pas la solution pour la crise. Je suis venue ici à Bamako et je me permets aussi de remercier en tout cas Mediatigui, la population de Bamako, qui nous a accueillis en son temps parce que ce n'était pas évident. Quand on est arrivé, les gens sont surchauffés, mais nous avons quand même été accueillis, nous avons été intégrés à l'intérieur des autres associations des femmes et des groupements des femmes. Et là, nous avons profité de toutes les occasions pour expliquer ce que nous avons vu, comment nous comprenons la chose. Et nous n'avons pas coupé les liens avec la base. Et là aussi, on s'est occupé des autres parce qu'on a quand même, avec des partenaires, eu quand même le privilège d'envoyer des médicaments, des vivres et de rester en contact avec la base. Aujourd'hui, le pays sort petit à petit de crise, mais il y a cette situation encore de Kidal qui est votre région. Alors Kidal, cette situation de ni paix ni guerre, comment est-ce que vous la vivez? Effectivement, cette situation nous agace beaucoup, à part qu'il faut quand même faire la part des choses. Aujourd'hui, moi, je trouve que Kidal, c'est Kidal.
Mais nous avons aussi à côté de Kidal le cercle de Tessalit qui est un cercle qui est libéré. Nous avons la commune de Aguelhok où les gens travaillent en toute quiétude. Nous avons la commune de Tessalit où le conseil communal a été réhabilité. Seulement aujourd'hui, il faut le dire, à Kidal et à Aguelhok, l'État n'existe pas. Nous n'avons pas de préfet à Tessalit. Nous n'avons aucun agent de santé à Tessalit. Nous n'avons que quelques enseignants qui sont au niveau de Tessalit et Aguelhok. Ça aussi, c'est des situations qu'il faut revoir. Moi, je pense que si à Kidal, ça ne va pas, à Tessalit, où ça va, il faut quand même y mettre certaines conditions. Vous êtes donc originaire de cette région, d'où sont parties plusieurs rébellions. Vous avez dit une fois, il faut détruire la graine. La graine, c'est quoi? Pour moi, je l'ai dit ce jour, c'est un mot qui m'a vraiment porté préjudice parce que les gens l'ont chacun compris en sa manière. Moi, je disais que la rébellion a toujours commencé par Kidal. Il faut que la réponse aussi vienne de Kidal. Ça, je tiens à le redire parce qu'aujourd'hui, quand on va s'attaquer à certaines personnes à Tombouctou, à Gao, pour gérer les problèmes de Kidal, il revient à ceux qui ont commencé cette rébellion de faire des propositions pour la finir. Ça, je suis même très contente que vous me reposiez la question parce qu'elle a été quand même un moment... on vous a reproché vos mots. On m'a reproché ces mots et je suis très contente de revenir sur ça. Alors, on parle aujourd'hui de paix et de réconciliation. Commençons donc par la paix. Comment la gagner aujourd'hui? Bon, moi je pense que l'État est en train de vouloir la gagner parce que quand même, je ne suis pas des gens qui pensent qu'on peut gagner la paix sans négocier. Le problème aujourd'hui du Nord est là, on ne peut pas le nier, il est là, il va laisser une trace indélébile dans notre histoire. Et moi je pense qu'aujourd'hui, en tant que femme, en tant qu'élue, je suis en tout cas de ceux qui pensent qu'il faut aller à la négociation. Et aujourd'hui, il y a des prémices quand même de cette négociation, il y a quand même un cantonnement qui s'y profile parce qu'il faut ce cantonnement. Parce que pour faire la part entre ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas la paix, il faut aller au cantonnement. Si on met les gens au cantonnement, ceux qui ne sont pas du cantonnement et ceux qui ne sont pas de l'armée régulière, ça ne peut être que les bandits. Les femmes, elles ont souffert de la guerre. Leur rôle dans la paix, dans la reconquête de la paix, c'est quoi? La femme est un maillon incontournable et dans la gestion de la paix et dans la gestion des crises. Parce que la femme, quand même, c'est un tout pour nous. Et je pense que leur implication, en tout cas, aidera à la gestion et à la reconquête de cette paix. Leur implication, c'est quoi? Elles doivent faire quoi? Bon, les femmes, elles doivent s'impliquer pour connaître d'abord ce qui se passe. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des difficultés. Parce que dans les différentes villes de Kidal, il n'y a pas la télé, il n'y a pas la radio. Et les gens vivent de la rumeur. Donc les femmes, elles doivent comprendre ce qui se passe et elles doivent aussi comprendre leur rôle parce qu'étant victimes de cette manque de paix, de ce manque de paix, elles doivent aussi être en tout cas actrices parce qu'aujourd'hui, chacun aspire à la paix. Et comme que chacun aspire à la paix, chacun aussi doit jouer son rôle parce que ce n'est pas une seule personne qui fera la paix. Et comment est-ce qu'elles peuvent jouer ce rôle quand, parlant des femmes du Nord, il y a beaucoup qui restent encore déplacées, beaucoup n'ont pas encore regagné leur terroir? Bon, je pense aujourd'hui que l'État doit prendre certaines dispositions pour permettre à celles qui veulent retourner au bercail, de retourner au bercail parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont déplacées aujourd'hui malgré elles. Je sais qu'à Bamako, aujourd'hui, on a beaucoup de femmes, beaucoup de ménages qui veulent retourner à Kidal. D'abord, ils n'ont pas les moyens de retourner à Kidal et ils n'ont pas les moyens de se prendre en charge là-bas. Et je sais que c'est des gens qui ont souffert, c'est des gens aujourd'hui qui veulent cette paix. Ensuite, il y a ce vaste chantier de la réconciliation nationale, la réconciliation après tout ce qui s'est passé, qui a suffisamment ébranlé le tissu social. Comment est-ce que vous voyez la réconciliation au Mali? Pour moi, la réconciliation, elle n'est pas impossible au Mali. Parce que quand même, nous sommes un pays quand même qui séculairement est un pays de tolérance, de pardon, mais il faut quand même savoir l'introduire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit faire attention à certaines choses. Parce qu'on marche sur des œufs, c'est vrai qu'il y a la réconciliation qui se pointe, mais on n'est pas sorti de la crise. Et moi, je pense qu'il faut essayer de mettre les gens autour de quelque chose. Par exemple, autour du développement, parce que j'ai vu que dans beaucoup de cas, chaque fois que les gens sont ensemble, il y a des choses qui se dissipent entre eux. Donc il faut mettre les gens ensemble, il faut les mettre à l'évidence, il faut les faire savoir qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même, l'international qui nous aide,
mais il ne va pas construire un autre pays autre que le Mali. Nous sommes contraints d'être ensemble. Donc ça, c'est très important de le dire aux gens et que c'est très important que chacun se dise que quel que soit ce que quelqu'un peut vous donner, en tout cas, il ne vous donnera pas un pays autre que celui à qui vous appartenez. Là aussi, on parle beaucoup du rôle des femmes, les femmes dans la réconciliation nationale. Quel peut être leur rôle? Moi, je pense que la femme, elle joue un très grand rôle parce que chaque femme, quand même, a un frère, chaque femme a un époux, chaque femme a un fils. Et je pense que si les femmes s'y mettent, en tout cas, il y aura des résultats probants. Alors, on parle 8 mars, on aimerait bien savoir ce que vous pensez de cette célébration. Beaucoup pensent que c'est plus des discours politiques que les réelles préoccupations des femmes qui sont évoquées. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les femmes, c'est vrai, il y a des discours politiques, mais à l'intérieur de ces discours aussi, il y a des messages très forts qui sont en train de passer à travers ces discours. Moi, je trouve que chaque fois qu'on a l'occasion de mettre en place quand même un moyen de faire passer les messages, vraiment c'est toujours bien. Et chaque fois qu'on a quand même l'occasion de mettre les femmes ensemble, il y a toujours des choses qui se tissent. Et il y a toujours des bonnes propositions qui en sortent. Alors si vous aviez la possibilité de faire un miracle pour les femmes du Mali, un seul, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Si j'ai la possibilité, si j'avais la baguette magique, je mettrais toutes les femmes du Mali ensemble pour qu'elles réfléchissent d'abord à leur sort, parce que quand même, les femmes du Nord et celles du Sud ont les mêmes problèmes, et les femmes en général ont les mêmes problèmes, seulement à des degrés différents. Et aujourd'hui, nous avons constaté que les problèmes, quand les gens ne dorment pas à Kidal, ils ne dorment pas à Kaï. Ça veut dire que tout ce qui touche la femme de Kidal touche la femme de Kaï. Aujourd'hui, on en a la preuve. Et pour moi, les femmes doivent se mettre ensemble. La première des choses, tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. Alors vous-même, personnellement, vos ambitions, vous êtes aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous comptez faire? Comme d'habitude, je m'investis toujours dans la paix. Je m'investis toujours dans le social parce que pour moi, le social, c'est un viatique. Je tire mon énergie du social parce que chaque fois que je fais une action du social, je me sens rajeuni, je fais mon plein dans l'énergie. Et l'autre chose, je m'investis beaucoup dans la paix parce que pour moi, c'est quand même le rôle de tout un chacun pour s'investir dans la paix. On a souvent parlé de votre sous-représentation dans les instances de décision. C'est vrai que vous nous dites qu'une femme égale à 10 hommes, mais une femme peut-être présidente de la République, on peut l'imaginer dans les années qui viennent? Une femme présidente, pourquoi pas? Moi, je pense que rien n'est impossible dans ce monde. C'est vrai que nous sommes sous-représentés. Je viens de lire un document tout de suite. Nous sommes sous-représentés à tous les niveaux. Et je pense que là, il y a un effort très important à faire. Nous devons le faire en tant que femmes. Et les pays aussi doivent le faire. Parce que vous, les hommes aussi, vous devez le faire. Parce que si on est aujourd'hui sous-représentés, ça veut dire qu'il y a quand même une participation, votre participation, vous les hommes, qui manque. Donc je pense que la femme et l'homme, on se complète. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit savoir que quand, en tout cas, une femme est dans un organe de prise de décision, c'est la famille d'abord qui en bénéficie. Mais vous êtes en train de nous dire que c'est la faute aux hommes? Pas votre faute, mais vous en êtes pour quelque chose. Merci madame d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci mesdames, messieurs d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'interview de la semaine. Bonne suite de programme sur le RTM.